La mort d'Alexeï Navalny, c'est une affaire qui a déclenché une véritable tempête géopolitique. D'un côté, on a des accusations d'assassinat, de l'autre, des démentis officiels. Ce sont deux versions, deux récits qui s'affrontent de manière frontale. Alors ensemble, on va décortiquer les faits, les accusations et tout ce que ça implique. Et tout part de là. De cette déclaration, c'est une véritable bombe lâchée par le ministre allemand des Affaires étrangères. L'accusation est directe, elle est précise. Il nomme une substance, une neurotoxine, et ça met immédiatement en cause les autorités russes. C'est vraiment l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Alors, pour bien comprendre l'ampleur de cette onde de choc, il faut qu'on revienne un peu en arrière. Qu'est-ce qui a mené à cette crise? Qui était Alexeï Navalny, au juste? Et surtout, quelles sont les circonstances de sa mort, selon les deux camps? Quand on regarde le parcours récent de Navalny, on voit bien une escalade de la tension. Tout s'accélère. Il y a d'abord eu cette première tentative d'empoisonnement en 2020. Malgré ça, il fait un choix extrêmement risqué. Il retourne en Russie. Et là, sans surprise, il est arrêté direct dès son arrivée. Sa mort, elle survient 2 ans plus tard, dans l'une des prisons les plus redoutées du pays. Et là, le contraste est saisissant. Vraiment. D'un côté, on a la version officielle russe, une mort soudaine, naturelle. De l'autre, on a carrément une coalition de pays occidentaux qui avance la thèse de l'empoisonnement délibéré, en disant se baser sur des analyses scientifiques. On est face à 2 réalités qui ne peuvent pas coexister. C'est totalement irréconciliable. Bon, maintenant, penchons-nous sur l'élément clé de l'accusation occidentale. C'est cette fameuse substance, l'épibatidine. Qu'est-ce que c'est exactement? Et pourquoi est-ce que ce nom, à lui seul, pèse si lourd dans toute cette histoire? Alors, l'épibatidine, ce n'est pas n'importe quoi. On parle d'une substance qui, à l'origine, vient de la peau de minuscules grenouilles venimeuses. Imaginez, des tribus d'Amérique du Sud s'en servaient pour enduire la pointe de leurs flèches. C'est ce qu'on appelle une neurotoxine. En clair, ça veut dire que sa cible, c'est le système nerveux. Et pour bien se rendre compte de sa puissance, cette comparaison est assez folle. L'épibatidine, c'est environ 200 fois plus puissant que la morphine comme antidouleur. C'est énorme. Alors oui, on l'a étudié pour ça, mais sa force est tellement démesurée que ça la rend incroyablement dangereuse et mortelle, même avec une dose minuscule. Mais alors, comment ça agit concrètement? Une fois dans le corps, c'est une réaction en chaîne, une véritable cascade dévastatrice. D'abord, ça paralyse les nerfs, ensuite, les muscles. Et l'étape finale, c'est l'arrêt respiratoire. La mort peut être quasi instantanée. C'est ça qui est terrible, son efficacité redoutable. On arrive maintenant au cœur du réacteur. Le conflit diplomatique, mais aussi la guerre de l'information. D'un côté, des accusations formelles. De l'autre, des démentis tout aussi formels. C'est parole contre parole. Regardons de plus près les positions de chaque camp. Ce tableau, il résume parfaitement le blocage total, l'impasse. Pour les pays occidentaux, c'est simple, c'est un assassinat et avec une arme chimique. Pour la Russie, tout ça, ce ne sont que des absurdités, des accusations sans fondement. Résultat, chacun reste figé sur sa position. Le dialogue est complètement rompu. Alors, il y a un élément clé qui est mis en avant par le camp occidental. Ça concerne l'équipe de défense de Navalny. Apparemment, ils auraient réussi à envoyer des échantillons biologiques à plusieurs labos à l'international. Et le verdict, selon eux, 2 de ces labos auraient confirmé la présence du poison. Forcément, ça vient renforcer leur thèse de l'assassinat. Mais on peut se poser la question, pourquoi la mort d'une seule personne, même si c'est un opposant politique majeur, prend une telle ampleur internationale? Eh bien, la réponse n'est pas seulement politique, elle est aussi juridique. Et tout se joue dans un cadre légal international très très strict. C'est là que tout bascule. L'utilisation supposée de l'épibatidine, ce n'est pas juste un crime. Ce serait une violation d'un traité international majeur, la Convention sur les armes chimiques. Et ça change tout. Ça transforme ce qui pourrait être vu comme une affaire interne russe en un potentiel crime international. Et attention, il y a un détail juridique qui est absolument crucial ici. L'article 2 de cette convention est limpide. Il dit en gros que peu importe l'origine de la substance, qu'elle vienne d'une grenouille ou d'un laboratoire, si elle peut tuer ou blesser gravement un être humain, alors c'est considéré comme une arme chimique. Point. Il n'y a pas de débat là-dessus, c'est sans ambiguïté. Forcément, cette confrontation au sommet, elle déborde largement du cadre diplomatique. Elle se propage dans l'opinion publique. Et là, c'est une autre bataille qui commence. La guerre des récits, la guerre de l'information. Une guerre où la méfiance et la polarisation sont reines. Il suffit de jeter un œil aux réactions sur les réseaux sociaux pour s'en convaincre. Prenons ce premier commentaire, par exemple. Il est très révélateur d'un certain scepticisme. La personne qui écrit ça, en gros, elle dit « c'est un jeu de grands, un jeu géopolitique ». Pour elle, chaque camp défend ses pions, et la vérité, dans tout ça, elle passe au second plan.
C'est une vision qui met tout le monde dans le même sac, qui renvoie les deux camps dos à dos. Là, c'est tout l'inverse. Pour cette autre personne, il n'y a pas de doute, la responsabilité de l'État russe est une évidence. Le raisonnement est assez direct. Qui d'autre que les autorités de la prison auraient pu faire ça? On parle d'un lieu ultra sécurisé, la prison la plus surveillée de Sibérie. L'argument, c'est celui des moyens et de l'opportunité. Et puis il y a ce dernier commentaire, qui exprime quelque chose de plus profond encore, un cynisme total, une perte de confiance absolue envers tout le système, toutes les institutions. Face à ces deux versions qui s'opposent, la conclusion de cette personne est radicale. Tout le monde ment, la vérité n'existe plus, ou en tout cas elle est inaccessible, et les lois ne protègent plus rien ni personne. Et finalement, tout nous ramène à cette question centrale, celle qui reste en suspens. Dans une affaire aussi explosive, aussi sensible, comment faire la part des choses? Comment distinguer ce qui relève de la vérité factuelle, de la stratégie politique et de la pure guerre de communication? L'affaire Navalny, au fond, c'est peut-être un cas d'école qui illustre à quel point il est devenu difficile de discerner le vrai du faux dans le monde hyper polarisé qui est le nôtre.